Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis le professeur Marine Camus, endoscopiste interventionnelle et patho-gastro-entérologue. Et on va introduire donc cette session sur l'urgence digestive complexe, quel recours, avec le professeur Antoine Moncel, perforation œsophagienne hors caustique, étiologie et particularité de la prise en charge. À toi, Antoine. Bonjour Marine, merci beaucoup de cette introduction. Bonjour à tous. Merci beaucoup au comité réanimation de me donner cette opportunité de venir vous parler de cette thématique, donc des perforations œsophagiennes, donc hors perforation et lésions caustiques. Je n'ai pas de conflit d'intérêt qui interfère avec cette présentation d'aujourd'hui. Alors, les objectifs pédagogiques, ça va être de voir d'abord 3 vignettes cliniques qui sont des vrais patients, qui sont passés dans le service de réanimation à la Pitié-Salpêtrière, qui vous montrent un peu l'étendue du spectre de cette maladie qui est rare mais qui est létale, avec une mortalité qui est assez importante, avec une prise en charge qui n'est pas forcément bien codifiée, mais on va essayer de vous donner quelques clés. Ensuite, on verra l'incidence, l'étiologie et le pronostic de cette maladie, les stratégies diagnostiques, puis enfin les grands principes de sa prise en charge. Alors d'abord, trois rappels clés de base avant de s'attaquer à la problématique des perforations de l'œsophage. Premier élément important, c'est que cet œsophage, c'est un organe très bizarre qui va traverser 3 espaces anatomiques, les uns après les autres, l'espace cervical, médiastinal, thoracique et puis enfin l'abdomen. Et l'autre particularité, c'est que vous avez plusieurs points d'achoppement ou de rapprochement anatomique extrêmement serrés avec des structures anatomiques qui, si elles sont lésées, elles sont probablement létales. C'est la crosse de l'aorte, à peu près à 23-24 cm des arcades dentaires. Et 10 cm plus loin, on a les veines pulmonaires et puis le mur postérieur de l'auricule gauche. On le verra dans un des cas cliniques présentés. Deuxième point de faiblesse de cet œsophage, c'est qu'il n'est pas bien vascularisé. La vascularisation artérielle est un peu faiblarde et ça va nous poser des problèmes en termes de réparation et dans les perforations, dans la chirurgie de l'œsophage. Enfin, troisième et dernier point, c'est un tube digestif qui est fragile. Il n'y a pas de protection à part une structure adventitielle extrêmement fine et puis c'est la musculeuse directe. Donc il n'y a pas de séreuse et il n'y a pas de méso. Quand on veut l'aborder, c'est compliqué, c'est un challenge pour les chirurgiens. Et puis nous, ça nous pose quelques problèmes, surtout aux patients, avec une voie d'abord potentiellement triple, laparotomie médiane, thoraco-basolatérale droite et puis cervicotomie gauche. Évidemment, les 3 voies ne sont pas du tout obligatoires. Alors le premier cas clinique, pour vous ancrer dans le réel, il s'agissait d'un homme de 72 ans qui est pris en charge pour une détresse respiratoire aiguë, qui est intubé. Donc on fait partir le GIEN à partir de cette date-là. Et puis, c'est un centre hospitalier général dans la Grande Couronne de Paris, et puis ils font un diagnostic de pleuropneumopathie à Proteus et Candida. Un peu bizarre d'avoir du Candida dans la plèvre, néanmoins, il nous transfère dans ce contexte-là. On le prend en charge, il est très grave, en défiance multiviscérale, vous voyez avec un IGS-2 extrêmement élevé, plus de 80% de chances de mourir, et on fait un scan opacifié, dès l'arrivée, 1 heure après, et vous voyez ici, l'extravasation du produit de contraste qui coule dans le médiastin, complètement en extraluminal. Et puis, ça va couler carrément dans la plèvre. Vous voyez, ça, c'est la plèvre. Et puis, on le voit encore ici sur la coupe axiale. On voit bien le produit de contraste dans la plèvre. Et puis, surprise, un corps étranger qui est coincé dans le cul-de-sac costo-diaphragmatique droit. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, on trouve ça bizarre. Et peut-être qu'il y a un lien avec cette extravasation. Il est opéré par le chirurgien, par une voie d'abord thoracique. Elle répare 2 énormes trous de 2-3 cm de diamètre dans l'œsophage, et une est trop vieille, trop vieillie, donc elle est intubée par un drain de Kerr, et l'autre est suturée. Et puis regardez, c'est une dent. La NAPAT nous répond qu'il s'agit en fait d'une dent avec une couronne, un amalgame, et puis un pivot qui a dû perforer l'œsophage. C'est pas trop comment c'est arrivé, mais en tout cas, on avait le diagnostic complet. Finalement, ce patient, il survit, il est trachéotomisé pour le sevrage, et puis il est décanulé, vous voyez, à J50. Ça, c'est vraiment un message, c'est des patients qui restent longtemps en réanimation, et puis finalement, il garde une séquelle de sténose multi-étagée de son œsophage qui est dilatée régulièrement, peut-être à Saint-Antoine, je ne sais plus.
Le cas numéro 2, c'est une odynophagie post-TO. C'est un patient jeune de 41 ans qui vient en cardiologie sur un SCA, ST-neg, sur une FA mal tolérée. Et alors lui, il va avoir une ETO, vous voyez, le 29 juillet, première ETO, ils n'arrivent pas à introduire du tout la sonde, le patient ça ne fonctionne pas, ils forcent un peu, ils essaient le deuxième jour, le lendemain, sous anesthésie générale, ils y arrivent, malheureusement, ils n'arrivent pas à réduire la FA, et puis à 4 jours, il ne peut quasiment plus parler, il est aphone, il est aphagique, il bave, il ne peut plus rien boire et même pas avaler sa salive. On fait un scanner, à J4, vous voyez, c'est la cellulite cervico-faciale avec l'emphysème sous-cutané, une latérodéviation de l'hypopharynx à la droite du patient, et puis il y a plein de collections de cellulite cervico-faciale, des collections, des abcès. Et donc il est opéré en urgence le jour même. Là, on ne voit pas le trou, c'est probablement inframillimétrique, invisible. En tout cas, c'est lavé, drainé. Et on a une documentation de cette médiastinite et de cette cellulite cervico-faciale. Même topo, ce patient va être trachéotomisé finalement avec une gégénostomie d'alimentation. On en revient au topo de ce matin. L'alimentation, si vous n'alimentez pas les patients, ils ne vont pas anaboliser, ils ne vont pas cicatriser. Donc ça, c'est le nerf de la guerre. Et puis il sera décanulé 1 mois plus tard. Vous voyez qu'il a quand même 41 ans, il avait des réserves il est en très bon état général, 1 mois de réa, et finalement une sortie de réa à partir d'1 mois. Avec un scanner qui est évidemment beaucoup mieux, il est guéri. Alors, il s'agit d'une perforation perendoscopique. Les facteurs de risque sont connus, la muqueuse post-radique, le diverticule, la dilatation endoscopique, les résections et l'extraction de corps étrangers. Ce sont tous les facteurs démontrant et étant associés à la perforation perendoscopique, et per-ETO potentiellement. La prise en charge, on dérive avec une sonde gastrique, on pourra en discuter, c'est un peu provocateur, mais dans un certain nombre de cas, on peut arriver à mettre une sonde gastrique sous contrôle endoscopique avec l'aide des chirurgiens, des endoscopistes, agent strict péros, IPP antibio 7 jours, alimentation entérale et une stratégie qui peut être hybride avec une pose de stent œsophagien et puis éventuellement une chirurgie. Alors le stenting, peut-être qu'on pourra en discuter avec Marine juste après. En tout cas, il repose sur la stratégie fermeture, couverture, comblement. Ils ont maintenant plein de matériel développé, ils peuvent faire des choses complètement incroyables en endoluminal, en endoscopie interventionnelle. Et si ça ne marche pas, bien sûr, le message reste celui-ci. Il faut passer à la chirurgie, il faudra faire des scanners ingérés pour vérifier que le stent est bien posé et que le patient évolue bien. Troisième et dernier cas clinique, avant de voir les choses, tous les algorithmes de prise en charge avec vous, c'est un AVC post-radioablation de FA, un patient de 52 ans qui vient en réglé pour une ablation de fibrillation atriale. La radioablation en elle-même se passe plutôt bien. Il n'y a pas de problème per-procédure. Le problème, c'est qu'une semaine après, il consulte aux urgences pour un cortège de symptômes neurologiques assez bizarres et qui évoluent malheureusement très très vite jusqu'à une hémiplégie gauche, une hémianopsie latérale homonyme gauche, avec une héminégligence. 3 IRM en 24 heures seront faites à ce patient, seront strictement normales. Et puis dans la nuit, il fait le SCA, le susdec, le susdécalage avec une tropo élevée, une coro normale. Alors là, c'est facile rétrospectivement de dire que c'est une embolie gazeuse, mais en tout cas, coro normale, 3 IRM normale avec des vraies symptomatologies constituées d'AVC et de syndrome coronaire, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'allume en disant c'est peut-être un phénomène emboligène gazeux. Et il engage malheureusement ce patient dans la nuit. Il est pris en grande garde de neurochirurgie à la Pitié pour une évacuation d'un énorme hématome pariéto-occipital droit avec un engagement sous-falcoriel. Et puis, ils font la craniectomie, l'évacuation, la pose de DVE. Et finalement, le scanner le lendemain. Alors là, il y a un radiologue assez fort quand même qui met le point, sa pointe de la flèche ici et qui dit « Regardez, ça, c'est pas normal ». Il y a une image d'additivité sur le mur postérieur de l'auricule gauche qui protrude dans l'œsophage. Fallait le voir. Après, il a été orienté, bien sûr. Et il y a un caillotage endo-œsophagien avec du sang, juste en regard de cette image d'addition. Donc on avait très fortement un diagnostic de fistule atrio-œsophagienne. Il a été opéré le lendemain, le temps de réunir une double équipe chirurgicale cardiaque et digestive à la Pitié. Et puis le chirurgien a ligaturé en grande urgence du coup une veine pulmonaire inférieure droite qui était complètement fistulisée avec l'œsophage médiastinal. Il a eu une œsophagectomie complète, une gégénostomie d'alimentation.
Et le patient s'en est sorti, il est conscient aujourd'hui, il vit bien, il est encore handicapé mais récupère de son hémiparésie gauche, il est encore un peu héminégligent, et en tout cas il a eu plus d'1 mois et demi de réanimation. La problématique des radioablations d'EFA, c'est que cet engin-là qui vous brûle littéralement les ostias des veines pulmonaires, c'est fait pour ça, puisque l'idée, c'est de créer une lésion thermique qui arrête la conduction nerveuse, en fait, et ça guérit les fibrillations atriales. Le problème, c'est que dans un certain nombre de cas, regardez surtout quand vous le faites au niveau, quand les cardiologues interventionnels le font ici et ici, ils sont pile en face de l'œsophage. C'est impressionnant, il n'y a quasiment pas d'espace, c'est collé. Là, on voit bien l'œsophage qui est collé vraiment au mur postérieur de l'OG. Et donc, quand on fait une FOGD, il y a des études qui ont publié que quand on fait une FOGD systématique post-radioablation, il y a 5 à 40% de lésions thermiques. Alors, heureusement, ils ne font pas tous la fistule, mais enfin, c'est pas rare qu'il y ait des lésions. Et là, regardez un scanner qui montre un pneumopéricarde avec des bulles dans le médiastin postérieur, juste dans cet espace entre interauriculo-œsophagien. Ça, c'est une fistule qui est déjà bien là et qui est formée. L'incidence est très rare, heureusement, moins de 0,1%, mais c'est létal. 80 à 100% de mortalité. Le pic, c'est J2, J40, et le pic, vraiment, c'est J10, J14. Il faut tout de suite y penser devant un syndrome neurologique fébrile à distance d'une radioablation de FA. Il faut essayer d'intégrer dans l'histoire de la maladie du patient qu'il a été radioablaté. C'est pas facile comme diagnostic. Les facteurs de risque sont ceux-là. La surface ablatée, les sésions multiples, le RGO sur œsophage pathologique, l'épaisseur OG, la distance OG endocarde atriale, et puis le site lésionnel le plus fréquent, c'est vraiment les veines pulmonaires inférieures, droite et gauche. La prévention, c'est peu d'énergie, peu de temps. Monitorer la température endoluminale, ne pas dépasser les 41 degrés, monitorer la position, faire une cartographie du toit de l'OG et du mur postérieur, les IPP avant, pendant, après la session, et puis peut-être d'autres techniques de que la radioablation. La prise en charge, elle n'est pas très consensuelle. En tout cas, ce sont des patients chez lesquels il faut bien sûr à jeun strict, IPP antibio et la chirurgie en super urgence. Avec 30 à 40% de mortalité, on passe de 80-100 à 30-40, c'est quand même très élevé. Il n'y a pas de consensus, soit on fait une exclusion diversion, soit une exérèse œsophagienne. La CEC n'est pas obligatoire. L'abord cardiaque n'est pas obligatoire. On peut réparer sans arrêter un cœur, sans cardioplégie, et on encourage fortement le lambeau. L'école Pitié, nous, ce qu'on fait maintenant systématiquement, on a publié une petite cohorte de 10 patients. Ce qu'on fait, c'est ce qui a l'air de marcher correctement. On a plus de 90% de survie à 1 an. C'est œsophagectomie dans un premier temps. C'est traitement radical. C'est extrêmement délabrant pour le patient, avec une remise en continuité plus tard quand même, avec une coloplastie. Thoracotomie postérolatérale droite, suture de l'auricule gauche avec patch péricardique, plus ou moins ligature d'une ou deux veines pulmonaires. Alors maintenant, comment on fait pour diagnostiquer ces patients-là ? Eh bien, on a d'abord cette série suédoise de 900 patients qui nous dit que c'est c'est un événement pour 100 000 habitants par an. Donc c'est très rare, heureusement. Là, je reparle de la perforation œsophagienne dans sa globalité. L'âge médian, c'est 69 ans. Ce sont des hommes dans la majorité, avec une mortalité à 3 mois qui est de 26%. Les facteurs de risque de mortalité, ce sont ceux que je vous ai mis en rouge. C'est l'âge, l'artérite, le cancer, et, j'en oublie un, le cancer, je l'ai dit, et la BPCO, pardon. Et puis, il y en a d'autres, bien sûr, ce sont ceux-là. Le syndrome de Beurave. Beurave, c'est la perforation œsophagienne sur effort de vomissement. Ça, c'est mauvais pronostic, parce que c'est souvent l'œsophage médiastinal. Quand c'est médiastinal thoracique, c'est de mauvais pronostic. On est plus à 30% de mortalité qu'à 3%. Et plus on tarde à diagnostiquer la perforation, plus le patient meurt. Ça paraît complètement logique, mais c'est démontré dans les études. Donc, les étiologies, c'est instrumental pour un patient sur 2, le Beurave, un patient sur 4 quand même, corps étranger 15% et traumatique 10% des cas. Les symptômes, c'est pas un diagnostic facile non plus, parce que les symptômes sont frustes, ils sont pas très spécifiques. C'est la douleur thoracique, douleur abdominale éventuellement, c'est la perforation abdominale, la dyspnée, le pneumomédiastin, l'épanchement pleural gazeux ou liquide, l'emphysème sous-cutané, l'état de choc. Et vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est que cette distribution de fréquence des symptômes peut varier en fonction du niveau anatomique lésionnel.
Qu'est-ce qu'on fait pour le diagnostiquer ? Eh bien, moi, je vous conseille de faire ça. C'est vraiment les examens complémentaires les plus utiles, les plus informatifs. C'est scanner ingéré, déglutis si on peut. Sinon, avec une sonde gastrique, il faut discuter avec les chirurgiens, peut-être les endoscopistes, voir à quel niveau on met la sonde gastrique sur un patient intubé ventilé. Mais on peut se débrouiller pour faire une opacification cervicale haute. S'il y a un drain thoracique, il faut faire le test au bleu. On injecte du bleu dans l'œsophage, on se débrouille et puis on regarde si ça ressort dans le drain. Il faut doser l'amylase dans le drain thoracique et faire une FOGD sur des patients hyper sélectionnés avec l'accord des chirurgiens, etc. Le but, c'est d'affirmer la perforation, de faire le bilan lésionnel, quels sont les organes atteints de voisinage para-œsophagien, d'évaluer l'opérabilité, de déterminer votre stratégie thérapeutique. Quelques images quand même pour que vous arriviez à repérer bien ça. Les flèches blanches vous montrent en fait de l'air dans les séreuses. Il faut chercher de l'air dans les séreuses, que ce soit le péricarde, que ce soit le péritoine, pourquoi pas, et surtout la plèvre. Eh bien, il faut chercher le pneumothorax, le pneumomédiastin que vous voyez, des bulles d'air partout ici, dans le médiastin soit postérieur ou médian. Et ici, vous avez un pneumothorax avec un petit peu d'air dans la plèvre, et surtout la fuite du produit de contraste ici, avec de l'air dans la plèvre. Là, c'était un beurave avec un épanchement gazeux médiastinal ici, avec la télectasie, l'épanchement pleural, donc avec ce qu'on appelle une fistule non contenue, puisqu'elle coule complètement dans le médiastin et elle est récupérée dans la plèvre. Ici, les TOGD que personnellement, nous on ne fait plus de TOGD à la Pitié, on fait que des scanners, on n'a plus accès à cet examen-là, mais qui est quand même très informatif si vous pouvez avoir des accès. Là, voilà une fistule post-ingestion de caustique, et là, une fistule qui va dans la plèvre après un syndrome de beurave, après vomissement répété. Ici, c'est une perforation spontanée, mêmes images, avec une cellulite cervicale, avec de l'air partout et des collections. Et donc, c'était une cellulite cervicale avec également une extravasation du produit de contraste en blanc ici, que je vous pointe là. Là, pareil, une extravasation de produit de contraste dans le médiastin un peu plus inférieur, avec le produit de contraste qui est bien visible. La fibroscopie, il faut vraiment sélectionner les patients chez lesquels vous voulez la faire. Il faut faire très attention de procédures à haut risque, évidemment, quand on a un trou dans l'œsophage. En tout cas, on peut topographier. Et les perforations sont quand même d'une distribution assez significative. Ça peut aller jusqu'à 5 cm de diamètre, la perforation. Et quand on regarde la distribution, c'est souvent supra-centimétrique. Il ne faut pas penser que c'est des toutes petites perforations. Comment les prendre en charge ? Alors, quand on regarde dans la littérature, on reprend notre série scandinave qui vient d'être publiée en 2022. Alors, eux, ils font 30% d'endoscopie, 12% de combiné endoscopie-chirurgie, 45% de stent œsophagien, prothèse œsophagien, je trouve que c'est beaucoup, 30% de drainage thoracique et peu de chirurgie en fait ouverte avec des résections. Vous voyez, c'est la minorité des patients. Qu'est-ce qu'il faut faire, vous, dès demain, si vous avez cette perforation œsophagienne dans vos réanimations ? D'abord, il faut grader le patient. Où est la perforation ? Est-ce que c'est cervical, thoracique, abdominal ? Quelle taille elle a ? Comment est le patient ? Les défaillances d'organes, les comorbidités, l'état nutritionnel. Et avec tout ça, on va aller développer un algorithme qui va tout à gauche de l'image vers un traitement médical pur, sans aucune chirurgie, ou alors à l'opposé, à droite de l'image, de la chirurgie d'exérèse avec une œsophagectomie. Vous avez un continuum de 5 à 6 à 8 attitudes possibles en fonction de ces paramètres-là. Ce sont des patients complexes qu'il faut staffer j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est hyper important comme message. C'est surtout pas un seul médecin qui va décider de ça. Globalement, si la perforation est contenue, on va aller vers un traitement conservateur médical. Maximum. Et si ça échoue, on va aller vers éventuellement endoscopie, éventuellement vers une chirurgie conservatrice qui va consister à réparer et à protéger par un lambeau, ou alors, bien sûr, on ira à la chirurgie non conservatrice d'exclusion de diversion ou carrément d'exérèse de l'œsophage. Quand c'est thoracique, on n'a pas la case médicale très souvent, et quand la perforation est non contenue, on n'a surtout pas le traitement médical. Quand c'est non contenu, il va falloir aller directement souvent au bloc opératoire, mais on peut passer par la case chirurgie conservatrice, et éventuellement, si le patient est trop grave ou en cas d'échec, on ira vers la diversion exérèse. Pareil en cas de perforation cervicale et abdominale, chirurgie conservatrice en 1, et si ça ne marche pas ou si le patient est trop grave, on ira vers une chirurgie type diversion, exclusion de diversion ou exérèse.
Alors l'exclusion diversion, c'est ça, pour que vous ayez un peu une idée. On met une ligne d'agrafe dans l'abdomen sur cet œsophage-là qui est quand même réparé. Une œsophagostomie, vous voyez que c'est quand même très délabrant, donc on veut éviter de faire ça, mais parfois on n'a pas le choix. La gastrostomie de décharge et la jéjunostomie d'alimentation, cruciale pour que le patient cicatrise. On retourne au bout du continuum. Lorsque la perforation est bien contenue, que le traitement est très précoce, que le diagnostic a été fait très rapidement, que le sepsis est contrôlé, qu'il n'y a pas beaucoup de déférence d'organes, on va pouvoir proposer un traitement médical. C'est le jeûne strict, les IPP, l'antibiothérapie, un drainage pleural lorsqu'elle est quand même pas trop contenue dans la plèvre, il faut quand même drainer, apporter des kilocalories, que le patient anabolise et cicatrise, lutter contre le catabolisme bien sûr, et on va contrôler par des scanners itératifs avec injection et surtout ingestion de produits de contraste à partir de J7. Par contre, lorsque elle n'est pas contenue, qu'elle est thoracique ou qu'elle est cervicale ou abdominale, on ira vers la chirurgie conservatrice en 1. Qu'est-ce que c'est cette chirurgie conservatrice ? C'est en fait la réparation, la suture et le renforcement par des lambeaux. Je vous montre des exemples. Voilà, des lambeaux cervico-sternocléido-mastoïdiens si la perforation est cervicale. L'idée, c'est de suturer, de protéger cette suture qui est quand même très inflammatoire et très fistuleuse. En thoracique, on peut faire plein de lambeaux, comme un lambeau intercostal, ou en abdominal, on peut faire l'équivalent d'un toupet ou d'un Nissen, en fait, avec une fondoplicature à 360 degrés sur la ligne de suture. Je vous montre un cas un peu particulier qui était le cas du patient qui a perdu sa dent dans la plèvre. Comme la fistule était trop tardive, quand c'est une rupture spontanée, enfin une perforation spontanée, on peut être à même à ne pas pouvoir réparer parce que si c'est trop inflammatoire, on a beau mettre des points, vous savez, dans une fistule, ça lâche. Donc c'est dans ce cas-là qu'on doit intuber par un drain de Kerr, par exemple, et c'est ce qui avait été effectué sur le patient que je vous ai présenté. En conclusion, c'est une pathologie qui existe, mais qui est clairement, je pense, une pathologie de centre de référence. Il faut transférer ces patients dans un centre de référence où il y a une vraie multidisciplinarité. Il faut un radiologue interventionnel, il faut un gastro-entérologue interventionnel, un chirurgien cardiaque éventuellement, et une réanimation qui est rompue à ce type d'exercice, et bien sûr des chirurgiens viscéraux qui sont rompus à cet exercice-là. Vous avez vu que la gradation de sévérité va dépendre si elle est spontanée, instrumentale, du délai de prise en charge, du niveau lésionnel, du diamètre. Il faut faire des scanners opacifiés, c'est la clé du diagnostic, et transférer vos patients tout de suite dans un centre expert. La prise en charge, elle est ultra urgente. Vous avez vu le continuum. Je voulais bien expliquer. Là, il y a 2-3 diapos. Plus c'est grave, c'est ça qu'il faut retenir. Plus c'est grave, plus il y a des déférences d'organes, plus l'inoculum est important et plus on va aller vers la chirurgie d'exérèse, un peu paradoxalement. Et plus c'est médiastinal et plus la médiastinite est très importante, plus il va falloir enlever l'œsophage. La place de l'endoscopie, elle reste à préciser. Elle a une vraie place dans les perforations perendoscopiques. C'est démontré dans la littérature. Pour les autres cas, c'est un peu plus discuté. Ce sera une discussion collégiale au cas par cas. En tout cas, c'est long, c'est multidisciplinaire et il faut transférer ces patients dans des centres experts et de recours. Merci de votre attention. On a peut-être le temps pour une question. Pas de question. C'est vrai que le scanner ingéré, oui, c'est vraiment un point extrêmement important parce que finalement, ça va faire le diagnostic avant même de mettre un endoscope par la bouche du malade. Finalement, quand vous l'envoyez au scanner, comment vous pensez du coup, le patient est intubé, ventilé. Est-ce que vous passez un premier temps sans ingérer, bien sûr, mais est-ce que vous repassez le malade au scanner une fois que vous voyez des bulles d'air ? Finalement, il faut avoir la bonne idée de faire ingérer le scanner au moment du premier transport, du premier scanner, quoi. Donc, et cliniquement, on a vu que les symptômes n'étaient pas toujours très, très clairs, finalement. Bon, en général, nous, on prend les patients vraiment en secondaire ou tertiaire, donc on a une petite idée de la piste diagnostique, donc on part avec peut-être cet avantage-là, mais si on a en tout cas sur une suspicion,
On va surtout discuter sur quel niveau d'opacification on va mettre en place. Alors parfois, on passe beaucoup de temps au scanner. On essaie d'abord une opacification par la sonde nasogastrique très souvent. Et puis, si on a une suspicion de perforation cervicale, on peut discuter d'enlever la sonde gastrique et de faire, sous laryngoscopie directe, une introduction de 2 à 3 cm avec une espèce de, pas de cathéter, mais de sonde d'aspiration, par exemple, par laquelle on va pouvoir injecter et ingérer du produit de contraste très vraiment cervical haut pour pas louper en fait la fistule. Mais c'est vrai que parfois c'est compliqué. Alors quand on tient un drain thoracique et qu'on fait un test au bleu, là c'est facile. Quand la perforation est médiastinale basse, c'est assez facile. Merci, on passe à la suite. Du coup, je présente le professeur Marine Camus, qui est donc gastro-entérologue interventionnelle à Saint-Antoine à Paris, et qui va nous parler des urgences digestives complexes et quand faire appel à justement la gastro-entérologie interventionnelle. Rebonjour à tous. Donc on va effectivement, je pense que la perforation œsophagienne, c'est une bonne transition vers le topo qu'on m'a demandé de vous faire aujourd'hui, qui est finalement devant une urgence digestive, quand faire appel au gastro-entérologue interventionnel. Voici mes liens d'intérêt en lien avec le topo. D'abord, je voudrais vous faire un petit rappel pour ce que devient l'endoscopie digestive à l'heure actuelle, puisque ces dernières années, elle s'est complexifiée et professionnalisée. Donc ça, c'est un peu un résumé, mais globalement, vous avez ce qu'on appelle l'endoscopie conventionnelle, qui est toute gastro- et coloscopie, qu'elle soit diagnostique ou thérapeutique. C'est fait par plus de 90% des hépatogastro-entérologues et on va avoir besoin d'un matériel tout à fait standard. Ces dernières années, on a beaucoup avancé sur ce qu'on appelle le muqueux avancé. On enlève des lésions de plus en plus grandes. On va parler de dissection sous-muqueuse, de mucosectomie. L'expérience de l'endoscopiste est nécessaire et plus importante. Mais finalement, les endoscopes standards fonctionnent. Puis, vous avez vraiment l'endoscopie interventionnelle, avec d'abord le muqueux interventionnel, l'œsophage, l'estomac, le côlon et le rectum, où on va dilater, prothéser. On a besoin des mêmes endoscopes, mais d'une salle plombée et d'un endoscopiste qui connaît ce matériel et qui sait faire ces gestes. Puis ensuite, on a le bilio-pancréatique interventionnel. On va avoir besoin d'écho-endoscope, de duodénoscope pour faire la CPRE et d'une salle plombée également et d'endoscopes spécifiques et surtout d'endoscopistes plus expérimentés, et ça, c'est environ 10% des endoscopistes. Voilà, c'était juste pour vous donner une overview de l'ensemble des gestes qui sont réalisés pour pouvoir en fait parler des urgences digestives interventionnelles qui vont être différentes des urgences digestives conventionnelles, qui sont l'hémorragie digestive, les corps étrangers œsogastriques et le volvulus du sigmoïde. Ça, tout gastro-entérologue endoscopiste vont réaliser ces urgences. Vous allez appeler un endoscopiste interventionnel dans d'autres cas, l'angiocolite plus précisément, puisque vous allez vous poser la question d'une CPRE, de drainer les voies biliaires du malade. On va reparler un petit peu de la cholécystite. Il peut y avoir une place de l'endoscopie interventionnelle, mais elle sera à définir dans les années qui vont venir, la fistule biliaire, et puis je vous ai mis un peu un groupe global, perforation, fistule, collection. Alors des collections, on en draine pas mal dans les suites des pancréatites aiguës nécrosantes, notamment lorsque les collections sont infectées, et puis tout ce qui est collection post-chirurgicale intra-abdominale qui seront accessibles pour internaliser le drainage. Donc du coup, pour commencer l'angiocolite. Donc on a des guidelines qui s'appellent les guidelines de Tokyo en 2007, révisés plus récemment en 2018. Évidemment, le diagnostic, c'est la triade de Charcot que vous connaissez bien, la biologie avec une cholestase ictérique, et puis radiologiquement, on a un obstacle, donc on a une dilatation de la voie biliaire principale et des voies biliaires intrahépatiques. La radiologie nous aide généralement à connaître la cause de l'obstacle. La sévérité est décrite en 3 grades, du grade 1 au grade 3, et vous voyez bien que ces grades ils sont déterminés selon la sévérité et surtout le taux de mortalité. Et donc l'idée c'est vraiment de voir et de prendre en charge au plus vite les grades 3, qui sont quand même des grades assez sévères, hein. Vous avez une dysfonction cardiovasculaire, neurologique, respiratoire, rénale, hépatique. C'est des patients, j'imagine que vous prenez en charge plus précisément, mais on voit bien quand l'angiocolite est sévère. Et en fonction de cette sévérité, on va bien sûr
avoir les mesures générales qui sont l'antibiothérapie, le traitement médical, les mesures de réanimation pour le grade 3 et puis la question du drainage biliaire. Dans le grade 3, on nous dit que le drainage biliaire doit être réalisé en urgence. Dans le grade 2, précoce. Et dans le grade 1, ça dépend de l'étiologie. Si le calcul est passé, l'angiocolite ne nécessitera probablement pas de drainage et ces patients-là s'améliorent très rapidement dans les 24 heures. Mais globalement, dans ces guidelines, on ne nous dit pas en combien de temps. On nous dit précoce, on nous dit rapide, mais globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc si on regarde un petit peu la littérature, on va avoir des études qui ne sont pas... on n'a pas d'études randomisées contrôlées, on a des études observationnelles, on a des registres en population qui quand même globalement tous vont vers des résultats cohérents et le drainage doit être inférieur à 48 heures si on met toutes les angiocolites ensemble, qu'elles soient graves, qu'elles soient sévères ou non, et parce que ça réduit la mortalité intra-hospitalière, ça réduit la durée de séjour et globalement ce qu'on peut vous proposer comme algorithme, en sachant que je vous ai dit le niveau de preuve n'était pas excellent, lorsqu'on a une angiocolite, l'idée c'est de bien identifier les grades 3. Si on a un patient en grade 3, la CPRE est indiquée dans les 24 heures. Dans les recommandations européennes d'endoscopie, c'est même éventuellement dans les 12 heures. Donc il va falloir organiser une CPRE, et ce n'est pas toujours évident, assez rapidement. En revanche, pour les grades 2 et 3, y a-t-il une réponse au traitement antibiotiques, aux mesures éventuellement médicales? Si oui, on peut réaliser la CPRE dans les 48 à 72 heures sans risque pour le malade. Alors souvent, on nous pose la question lorsqu'il y a une pancréatite aiguë associée. Pendant longtemps, on s'est demandé s'il fallait faire la CPRE rapidement en cas d'obstacle. Globalement, on va surtout maintenant réfléchir sur la présence ou non d'une angiocolite. C'est-à-dire qu'en cas de pancréatite aiguë biliaire, s'il y a une angiocolite associée, comme ce que je vous ai présenté auparavant, on va discuter la réalisation de la CPRE dans les 24 heures. Mais si l'angiocolite n'est pas présent, on sait maintenant, après 2 essais randomisés, contrôlés, bien menés, que la CPRE systématique et en urgence pour une pancréatite aiguë biliaire est possiblement délétère. Dans la majorité des cas, les calculs vont migrer spontanément, la papille est extrêmement inflammatoire et on va prendre beaucoup plus de risques en faisant une CPRE précoce à ces malades qu'en attendant 48-72 heures que l'œdème papillaire passe. Et en plus, souvent, le calcul ou l'obstacle est passé spontanément. Donc, finalement, en l'absence d'angiocolite... Ah, pardon, excusez-moi, je reviens. En l'absence d'angiocolite... Je ne vais pas y arriver, hein. Désolée. Y a-t-il des signes d'obstruction biliaire? Si oui, on va faire une biliaire-M ou une échoendoscopie pour l'affirmer et faire la CPRE uniquement si on a identifié l'obstacle. La cholécystite, je vous en parle très rapidement, mais globalement, on a une seule étude rétrospective qui évoque la possibilité d'un drainage par voie échoendoscopique des patients. Vous le voyez ici en même temps que je vous parle. On est en échoendoscopie, on voit la vésicule biliaire bien tendue et la mise en place d'une prothèse d'apposition, qui sont ces nouvelles prothèses sorties sur le marché il y a à peu près 3 à 4 ans, qui sont possiblement à mettre entre 2 organes, 2 collections, et ici à mettre entre la vésicule biliaire et le duodénum ou l'entre-duodénal, et qui permettent finalement d'internaliser un drainage et de pouvoir proposer ces procédures de drainage chez des patients qui sont évidemment contre-indiqués à la chirurgie, la cholécystectomie étant un traitement tout à fait possible et recommandé de la cholécystite. Le succès technique est important, le succès clinique également. Vous verrez la mortalité ici des malades qui sont extrêmement sévères puisque c'est des patients qui sont contre-indiqués pour toute chirurgie. Difficile de savoir encore la place de ces drainages vis-à-vis du drainage radiologique qui est très efficace aussi en cas de cholécystite. Les fistules biliaires, effectivement, l'inquiétude, c'est le cholépéritoine. C'est également une possibilité d'un traitement endoscopique interventionnel. Il n'y a aucun guideline ou consensus dans cette indication. Je vous ai remis ici la classification des plaies des voies biliaires avec sténose ou fistule. Globalement, endoscopiquement, on peut traiter celle que je vous ai entourée en rouge. C'est 1 à 4% des chirurgies
post-biliaire, post-hépatobiliaire, et on fait le diagnostic GM1 en scanner ou en IRM. La CPRE est une option thérapeutique extrêmement intéressante puisque l'efficacité est de l'ordre de 90%. En faisant déjà une sphinctérotomie endoscopique, ça va rediriger le flux biliaire vers le duodénum et mettre une prothèse plastique ou métallique. Le timing de la CPRE est peu étudié, ça va dépendre si le patient est drainé par voie externe ou pas. S'il est drainé, généralement on peut le faire dans les 72 heures. S'il n'est pas drainé, dans les 24 heures, c'est quand même intéressant de le faire assez rapidement pour éviter que la fuite se poursuive. Ensuite, quand vous appelez un endoscopiste interventionnel, lorsque vous avez des collections intra-abdominales, on peut internaliser un drainage, le faire sous écho-endoscopie, comme je vous l'ai montré pour la vésicule, mais on peut le faire pour toute collection intra-abdominale. Notamment, ce qui nous occupe beaucoup, c'est les collections post-pancréatite aiguë nécrosante, infectées ou qui entraînent un syndrome occlusif, ou post-opératoire. Après une splénopancréatectomie où vous avez des fistules pancréatiques, on peut tout à fait drainer. Le succès technique est très important, 99%. Le succès clinique important, on va drainer soit avec cette prothèse d'apposition que je vous ai présentée, soit avec des prothèses en double queue de cochon, et ça permet d'internaliser le drainage. On va drainer ce genre de collection. Ici, c'était une pancréatite aiguë nécrosante. On voit l'estomac complètement affaissé. Et là, pour pouvoir drainer en endoscopie, il faut qu'on ait un contact avec le tube digestif, que ce soit le duodénum, l'estomac. Si on n'a pas de contact, on ne pourra pas drainer. C'est le genre de drainage qu'on peut effectuer, toujours par voie écho-endoscopique, puis ça nous permet de vraiment bien guider le drainage. Je vous en ai montré un tout à l'heure avec la prothèse d'apposition, je ne vais pas en vous remontrer, mais ici, on fait avec des queues de cochon, on va piquer ici à l'intérieur de la collection, monter un fil guide, mettre ce qu'on appelle un cystotome, donc on va créer avec un courant de coagulation et de section ici au travers de la paroi digestive la collection. Vous voyez le pus qui s'évacue. Cet examen il est quand même extrêmement rapide. On va mettre des fils guides et sur ces fils guides des prothèses, mais vous voyez qu'on a vraiment besoin d'avoir un accès via le tube digestif à la collection. Si la collection a plus de 1 cm du tube digestif, on ne pourra pas drainer endoscopiquement. Donc ça, c'est vraiment important, si vous voulez nous appeler, de vérifier le scanner. Ensuite, il y a les perforations et fistules œsophagiennes. On en a beaucoup parlé avec Antoine, donc je vais être rapide, mais il y a aussi une place du traitement endoscopique qui n'est pas encore très déterminée, je suis tout à fait d'accord. On a probablement des progrès à faire, et notamment dans la disponibilité les week-ends et la nuit du traitement endoscopique. Quand c'est une perforation perendoscopique, généralement on met une prothèse lors de notre geste pour fermer. Et puis lorsque c'est d'autres étiologies, on va avoir souvent une discussion médico-chirurgicale sur qui va traiter le malade et comment le prendre en charge au mieux. Mais globalement, on sait qu'il y a des indications où l'endoscopie est très intéressante, c'est celle des déhiscences anastomotiques, des fistules post-opératoires, soit pour les sleeve gastrectomies, soit pour les chirurgies œsophagiennes. Et donc, du coup, on va soit dériver, donc en mettant des prothèses métalliques couvertes, comme ici, soit on va drainer en mettant ces fameuses prothèses en double queue de cochon que je vous ai déjà montrées. Là, je vous ai proposé un algorithme, mais il n'y en a aucun validé dans la littérature. Et l'idée, c'est plus on va drainer ces malades précocement, comme ici, plus on va avoir un succès du traitement endoscopique. Et généralement, on dit qu'il faut les drainer au mieux dans les 20 jours qui suivent le diagnostic de la fistule et de la déhiscence. Et là, on a un succès de plus de 85 à 90% des cas. Et là, c'est pour vous montrer un cas où on a effectivement une fistule identifiée ici. Je ne sais pas si la vidéo arrive à se lancer. Alors, on va revenir. Voilà, merci. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas ? Non. Bon, voilà, c'était pour vous montrer la pose d'une queue de cochon dans une fistule de sleeve. Globalement, c'est très très efficace. C'est toujours au même endroit, probablement parce qu'il y a des phénomènes ischémiques post-opératoires.
Mais globalement, on va les laisser au moins 4 semaines, vérifier le scanner dans un deuxième temps, toujours un scanner opacifié et ingéré, et ça marche relativement bien avec des taux de succès et des complications très peu importantes. Donc globalement, vous, sur le scanner, vous voyez nos fameuses petites doubles queues de cochon ainsi, et c'est vrai que ça a vraiment changé énormément de choses en endoscopie. Donc en conclusion, on a de nombreuses indications, plutôt des bons résultats. C'est d'autres urgences que les urgences endoscopiques conventionnelles. Il faut le souci avoir un plateau technique dédié, l'expertise de l'opérateur et de son équipe. C'est pas seulement l'opérateur, mais c'est l'infirmière d'endoscopie, l'ensemble du matériel, le plateau technique. Et généralement, c'est réalisable un peu moins dans l'urgence que l'hémorragie digestive ou l'extraction de corps étrangers, mais ça demande une certaine organisation et une permanence des soins. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marine, pour cette super présentation très didactique avec plein d'images, même si la dernière vidéo n'a pas fonctionné. Mais la belle vidéo avec le pu qui sort, ça illustre bien. Très efficace. Y a-t-il des questions dans la salle ? Oui. Une question, mais très légèrement provocatrice peut-être. Y aura-t-il un jour à Paris, à la PHP ou en région parisienne, une permanence des soins sur la CPRE et les gestes biliaires ? Alors, il y en a eu une pendant quelques mois à l'hôpital Cochin, où effectivement on a réussi à organiser, alors pas les nuits, mais au moins l'ensemble du week-end, où on était déplaçable. Donc c'est tous les endoscopistes de l'APHP qui participaient, mais le patient était amené à Cochin, parce que comme il faut un plateau technique dédié, on ne pouvait pas, comme avec la grande garde d'endoscopie, aller d'un site à l'autre. Malheureusement, comme pour beaucoup d'entre nous, le PNM n'a pas forcément suivi, et on a dû arrêter cette garde par manque de PNM, mais on espère pouvoir la réouvrir dans les mois qui viennent. Donc c'est juste une histoire de PNM. On a les endoscopistes, le plateau technique, et évidemment les équipes d'anesthésie réa qui accueillent ces malades. C'est des angiocolites sévérissimes. Et on faisait à peu près 1 à 2 malades par week-end. Donc j'espère que ça va rouvrir. Pour rebondir sur la question qui a été posée, c'est justement, voilà, je suis de garde, par exemple, un vendredi, je débute ma garde, il est 23h. Alors c'est vrai que c'est une question peut-être un peu parisienne, mais je pense que ça peut se poser dans plein d'autres centres hors Paris. J'ai une angiocolite de grade 3, en défense multiviscérale avec un choc septique qui n'est pas contrôlé. Vraisemblablement, depuis 48 heures, les antibiotiques ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai un radiologue interventionnel. Quelles sont les options en pratique ? Globalement, effectivement, soit on a une permanence des soins et un endoscopiste interventionnel qui peut intervenir, soit on a un radiologue, et je pense que ça fait une bonne transition vers le topo de Raphaël. Voilà, mais heureusement qu'on a nos amis radiologues, effectivement. Parfait. Donc du coup, Raphaël Dautry, on a le plaisir de l'accueillir, qui vient de Cochin, qui est un radiologue interventionnel, et qui va nous parler de la place de la radiologie interventionnelle dans les urgences digestives complexes. Vidéo, c'est comment ? Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, Raphaël Dautry, effectivement, moi, je travaille à Cochin. L'essentiel de mon activité, c'est la radio interventionnelle. Et puis, comme beaucoup de radiologues, j'ai gardé une petite activité de diagnostic. Et en préambule, je voulais vous dire un petit mot de la radiologie interventionnelle. Alors, la diapo de Marine était spécialement belle et on peut faire vraiment un parallèle avec la radio interventionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les actes qui sont réalisés par des radiologues sous contrôle radiologique, enfin en tout cas de l'imagerie, et qui permettent soit du diagnostic, soit du traitement de pathologies finalement très diverses. Alors ça représente à peu près 600 000 actes par an, ce qui est énorme, mais c'est comme pour l'endoscopie, c'est-à-dire que la grande majorité de ces actes sont en fait des biopsies superficielles, il y a toute la scénologie là-dedans, il y a toutes les infiltrations ostéo-articulaires, et finalement, si on s'intéresse aux actes plus lourds, on est probablement autour des 10-20% de l'activité globale. Alors, il y a deux conceptions un peu différente de la radiologie interventionnelle. Il y a une conception, je dirais, un peu française traditionnelle, qui est que les radiologues ont une spécialité d'organes et assurent à la fois l'imagerie diagnostique et interventionnelle dans le cadre de leur spécialité.
Et puis il y a la conception anglo-saxonne, et qui est probablement celle vers laquelle on va évoluer de plus en plus, qui est que la radiologie interventionnelle, c'est une spécialité en fait distincte de l'imagerie diagnostique. Et aujourd'hui, on a en radiologie des docteurs juniors qui sont spécialisés en radiologie interventionnelle et qui, de plus en plus, vont se consacrer à ce type d'activité avec une vraie professionnalisation du métier de radiologue interventionnel. Alors, quand faire appel au radiologue interventionnel? C'est vrai qu'en commençant ce topo, je me suis dit, chouette, j'ai plein de choses à dire. Et puis, effectivement, il y a les thématiques de la journée, donc sur lesquelles on va revenir plus spécifiquement. Et puis après, j'ai eu un petit moment de sueur en me rendant compte de la quantité et de la diversité des interactions qu'on a avec nos collègues de Réa. Parce qu'en fait, il y a les urgences digestives, mais il y a énormément de situations d'urgence ou de semi-urgence pour lesquelles on collabore, sans parler des patients que les réanimateurs prennent en charge après qu'on leur ait adressé pour gérer éventuellement nos complications. Alors, d'un point de vue très pragmatique, qu'est-ce que ça représente cette activité de patients de réanimation en radio-interventionnelle? Alors là, je parle que de notre centre. Donc, à Cochin, on a un département d'anesthésie-réanimation chirurgicale, un service de réamed qui fait 24 lits et essentiellement une unité de radio-interventionnelle où on est 4 seniors avec une permanence de soins et une salle qui tourne quasi en permanence. Donc les patients de l'AREA, c'est à peu près 7-8% des patients qu'on prend en charge. Et si on s'intéresse à l'activité vraiment de nuit profonde, c'est-à-dire entre minuit et 8 heures du matin, on voit qu'il y a à peu près un tiers des gestes qu'on fait, donc là on ne parle que de patients de réa quasiment, hein. Il y a un tiers de ces gestes qui sont en fait des drainages, alors soit des drainages profonds, soit des drainages biliaires ou urologiques pour des patients qui sont en choc septique. Et il y a les 2 tiers de l'activité qui sont de l'activité d'hémostase, et là on va retrouver les hémorragies digestives avec ou sans HTP, les hémoptysies, les hémorragies post-opératoires et puis tous les gestes d'hémostase, que ce soit post-trauma, hémorragie du postpartum, etc. Et donc ça, c'est en gros 1 à 2 patients par mois à Cochin qui est pris en charge vraiment dans le cadre de l'urgence absolue en nuit profonde en radio. Donc c'est à la fois régulier et en même temps ça reste une situation qui n'est pas si fréquente. Alors, on va essayer de procéder un petit peu en s'intéressant peut-être aux indications les plus typiques. Alors, il y a le cas de l'hémorragie digestive haute. Alors, je vous ai mis ce petit cas clinique. Hein, c'est une femme de 73 ans qui est en réa pour un choc hémorragique. Alors, elle a un tableau un peu particulier puisque c'est des lésions ulcéreuses disséminées de l'ensemble du tube dans le contexte d'une infection tuberculeuse. Alors, FOGD non réalisable, en tout cas, hémostase endoscopique a été jugée non réalisable par nos endoscopistes après une première FOGD, bien sûr, en raison de la multiplicité des lésions. Et finalement, cette patiente, elle nous a été adressée. Et donc, on voit bien... Alors, le pointeur, comment ça marche? Ah, voilà. Donc, on voit bien le saignement dans la lumière du duodénum, hein. Et puis, on va retrouver en artériographie, donc là, on est directement dans l'artère gastro-duodénale. Au pied de l'artère gastro-duodénale, on voit cette extravasation de produits de contraste qui correspond au saignement en scanner. Cette patiente, elle a été embolisée. Alors là, c'est de la glu qui a été utilisée, mais il faut savoir que le choix de l'agent d'embolisation, il est fonction de la situation de chaque patient et puis de l'habitude un peu de l'opérateur. Et puis cette patiente, elle a été, en tout cas l'hémostase a été efficace et puis elle a pu sortir de réanimation. Alors elle a bien évolué en tout cas. Donc ça c'était simplement pour que vous voyez un peu à quoi correspondent les images angiographiques. Alors dans ce contexte d'hémorragie digestive haute, on a la chance d'avoir, je dirais, un algorithme de prise en charge qui est vraiment assez bien défini avec des guidelines qui nous disent qu'en gros, le saignement digestif haut, c'est d'abord une prise en charge endoscopique et qu'il doit y avoir une première endoscopie d'hémostase et qu'en cas de récidive, il doit y avoir une deuxième endoscopie d'hémostase. Et ça, c'est assez bien accepté et assez cohérent. Et donc, sauf cas particulier, en fait, les patients sont adressés en radiologie après l'échec d'une deuxième endoscopie d'hémostase.
L'embolisation de ces hémorragies, ça marche très bien. Alors le succès technique, il est très important. Qu'est-ce qui peut poser problème? C'est vraiment des anatomies vasculaires très particulières. Le taux de succès clinique, ça dépend un petit peu des études, mais on a entre 80 et 90% de succès clinique. Alors on reste chez des patients qui sont graves, puisqu'on a déjà une hémorragie digestive qui a récidivé malgré les 2 endoscopies, mais globalement avec une bonne efficacité de cette prise en charge en embolisation. Alors les complications, c'est souvent, j'ai remarqué, un geste qui fait un petit peu peur, alors qu'en réalité c'est assez sûr comme intervention. Alors on va voir les complications classiques de l'artériographie. Il y a un peu le mythe de la sténose duodénale, c'est quand même exceptionnel et ça correspond vraiment à des cas très particuliers d'embolisation distale. Alors, faut-il faire un scanner systématique? Ça n'est pas dans les recommandations. Ça dépend un petit peu des pratiques. Moi, je trouve que ce scanner, il est très utile parce que on est quand même bien content d'avoir l'information sur la localisation du saignement quand par hasard ça n'a pas pu être identifié en endoscopie. C'est souvent très utile d'avoir une cartographie artérielle et notamment de s'assurer de l'absence de sténose du tronc cœliaque vraiment très serré parce que ça peut remettre en cause la stratégie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne pourra pas sacrifier de la même façon l'artère gastro-duodénale chez un patient dont la vascularisation hépatique et splénique est assurée par cette artère gastro-duodénale du fait éventuellement d'une sténose du tronc cœliaque. Donc là, il y aurait une discussion supplémentaire à avoir. Et puis, ça permet parfois d'écarter une lésion vasculaire de type faux anévrisme qui nécessiterait peut-être une approche un peu différente. Peut-on emboliser sensible en artériaux? C'est ce qu'on appelle l'embolisation empirique. La réponse, c'est oui. C'est-à-dire qu'en fait, on dit embolisation empirique, mais ce n'est pas si empirique parce qu'il y a une cible en endoscopie ou une cible au scanner. Et donc, on sait qu'on peut boucher l'artère gastro-duodénale ou l'artère gastrique gauche chez ces patients avec une efficacité sur le saignement qui sera comparable à ce qu'on a en cas de saignement visualisé en artériographie. Alors, l'hémorragie digestive basse, c'est nettement plus rare. Donc là, le cas d'un patient qui a fait un choc hémorragique sur un saignement colique. Alors, on ne voit pas très bien le saignement, mais c'est les vraies images, et il était là. Et en fait, le saignement, il correspond ici à cette fuite sur une branche très, très distale de l'artère iléoséco-appendiculaire, donc vraiment dans le sécum. Et c'est pour vous montrer que l'embolisation... Ah, c'est pas l'école qu'on voit, je n'ai pas mis la bonne... Donc cette artère, on a pu la cathétériser de manière très sélective. Ici, on voit bien le saignement. Et le résultat final, c'est ça. C'est-à-dire des cols qui sont hyper sélectifs et qui permettent de faire l'hémostase du patient. Et là encore, un patient qui évoluera bien. Alors, la place de l'embolisation dans l'hémorragie digestive basse, finalement, elle est relativement bien définie aussi. C'est chez le patient qui est instable, parce que chez le patient stable, on aura tendance on va favoriser une prise en charge endoscopique ou éventuellement chirurgicale suivant la cause du saignement. Là, le scanner, il est évidemment indispensable parce que localiser le saignement en artériaux, ça peut être extrêmement difficile et puis c'est assez aléatoire. Ces saignements, ils sont souvent intermittents. Il y a quand même... Alors, moi aussi, j'enfonce quelques portes ouvertes, mais c'est vrai que ça nécessite une discussion multidisciplinaire, en particulier avec la chirurgie. Alors, il y a aussi l'idée que quand on fait de l'embolisation digestive basse, il y a un risque d'ischémie. Ce risque d'ischémie, il est directement lié au site d'embolisation, c'est-à-dire que ces embolisations doivent être le plus sélectives possible. Moins on est sélectif, plus on risque d'entraîner une ischémie qui devra à son tour être prise en charge chirurgicalement. Alors, ça marche très bien, avec un succès technique qui est relativement élevé et un taux de récidive précoce qui est relativement faible, en tout cas moins de 20%. Les complications majeures, là encore, sont pas si fréquentes que ça, et le taux de succès clinique chez ces patients qui sont relativement graves quand même est autour de 75%. Donc c'est une stratégie qui fait, je dirais, un petit peu peur souvent, qui pour autant qu'elle ait été bien définie et que le site de saignement soit bien identifié est très efficace. Alors, on va passer un petit peu à l'HTP. Alors,
Je vais revenir simplement sur les indications de early tips. Ça a déjà été dit lors de la session précédente. L'article de 2010 de Garcia Pagan dans le New England, finalement, il a été confirmé par au moins un autre essai randomisé contrôlé de 2019 avec des résultats assez comparables. Aujourd'hui, les indications sont bien définies. Alors c'est vrai que on mettra plus les patients child B7 dans ces indications de early tips. C'est vraiment les B8, B9 avec signe de saignement en endoscopie ou les cirrhose child C 10 à 13 pour lesquels on reconnaît une indication d'early tips, et on aura tendance à essayer de les faire vraiment dans les 48 heures qui sont l'intervalle de temps durant lequel le taux de récidive est le plus élevé. Et il n'y a pas de contre-indication réelle aux early tips aujourd'hui, que ce soit l'encéphalopathie hépatique, l'ictère ou la défaillance hépatique. Évidemment, une fois de plus, c'est des indications qui sont discutées avec les réanimateurs, avec les hépatologues, parce que malgré tout, ce sont des patients graves avec un taux de complication en particulier d'encéphalopathie hépatique qui est assez important. Alors le rescue tips, finalement, c'est plus simple, hein. C'est l'hémorragie digestive haute non contrôlable dans le contexte de l'HTP, et donc là, quel que soit finalement le score de Child, on va envisager le rescue tips. Alors les seuls patients chez lesquels on va éventuellement considérer que ce n'est pas nécessaire, c'est les patients qui ont une maladie hépatique extrêmement avancée avec un Child 14 ou 15, parce que dans la série la plus importante de 2019 qui décrivait finalement les facteurs de mortalité de ces patients, les 10 patients avec des Child 14 et 15 sont décédés très rapidement, et donc on se dit que probablement le bénéfice de mettre un TIPS à ces patients, il est faible. Ça reste discutable, et encore une fois, c'est une discussion au cas par cas, alors qu'il n'est pas toujours facile à avoir si ça se passe au milieu de la nuit, hein. Mais il n'y a pas de contre-indication absolue, je dirais, avec cette petite réserve des Child 14-15. Alors, je vous ai mis ces images. Non, je ne vous les ai pas mises apparemment. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah, je ne vais pas arriver à lancer les vidéos. Non. Bon, vous n'aurez pas de vidéo, mais simplement pour vous dire que chez les patients qui ont des varices cardio-tubérositaires et chez qui on a un saignement non contrôlé, il y a une autre stratégie qui consiste à emboliser les varices gastriques et qui marche assez bien. Alors, c'est une stratégie qui est très utilisée en Asie, beaucoup moins en Europe. On a tendance à mettre des tips à tout le monde. Sauf cas particulier, c'est-à-dire que quand on considère qu'on a un patient extrêmement fragile, que vraiment le TIPS risque en fait de causer plus de dégâts que d'apporter de solutions, on peut éventuellement envisager de faire uniquement une embolisation de varices. Alors les pancréatites aiguës, les pancréatites chroniques, la place de la radiologie, ça va être essentiellement le drainage des collections. C'est souvent des drainages qui vont être combinés entre l'endoscopie et la radiologie. Je voulais vous dire quand même qu'on peut faire un certain nombre de procédures par voie percutanée qui sont traditionnellement réservées aux endoscopistes, en collaboration avec eux le plus souvent, mais on peut envisager de faire des nécrosectomies par voie percutanée sur le plateau d'endoscopie. On peut envisager, c'est exceptionnel, de faire des drainages pancréatiques par voie radiologique. Alors la prise en charge des complications vasculaires des pancréatites aiguës, alors c'est surtout dans le cadre des pancréatites aiguës nécrosantes. Et le plus important finalement, ça va être la prise en charge des hémorragies ou des lésions vasculaires, et ça, on va tomber sur des indications d'embolisation assez classiques. Je vais passer ça. Check. Alors pour ce qui est de l'angiocolite, on l'a vu assez largement avec Marine, mais l'idée c'est ça, hein, c'est que normalement le drainage il se fait par voie endoscopique, ça il n'y a pas beaucoup de discussion. Sauf dans le cadre de l'angiocolite sévère où le plateau d'endoscopie, pour une raison ou une autre, n'est pas disponible dans un délai raisonnable, et ça peut parfois être tout de suite, hein. Donc, dans ce cas-là, on draine par voie radiologique. Les autres indications du drainage percutané chez ces patients, c'est les anatomies modifiées, où parfois le drainage endoscopique peut être extrêmement difficile. Alors aujourd'hui, on a des possibilités de drainage écho-endoscopique qui n'ont pas tellement... qui résolvent en fait un certain nombre de problèmes, mais pas toutes.
Et puis, sachez qu'on peut faire du drainage biliaire sous anesthésie locale. Alors, c'est vrai que l'angiocolite sévère avec contre-indication à l'anesthésie, on commence à être dans un cadre un peu extrême, mais en tout cas, on peut le faire. On peut éventuellement aussi drainer les voies biliaires par la vésicule, ce qui a le mérite d'être extrêmement simple et rapide. C'est-à-dire qu'un patient qui a un angiocolite qui est extrêmement fragile, qu'on ne peut pas déplacer, on pourrait tout à fait envisager de lui mettre un drain dans la vésicule au lit du malade au milieu de la nuit pour essayer de contrôler un sepsis dans l'attente de lui proposer une solution plus pérenne. Pour ce qui est de la cholécystite, aujourd'hui, ce qui est bien défini, c'est que la place du drainage percutané, c'est uniquement chez les patients qui ont une contre-indication chirurgicale ou qui éventuellement refusent catégoriquement la chirurgie, mais enfin ça doit rester assez exceptionnel. Chez les patients considérés à haut risque, ça a été assez bien démontré que la cholécystectomie reste supérieure au drainage percutané, notamment en termes de complications. Voilà. Et alors après, un dernier mot rapide sur les hémorragies post-opératoires et en particulier dans le cadre de la chirurgie pancréatique. Alors ce dont on parle, c'est des hémorragies retardées, c'est-à-dire au-delà de 24 heures de la chirurgie. Pourquoi ? Parce qu'avant 24 heures, elles vont plutôt être reprises en chirurgie. C'est une complication évidemment très grave parce que ces 10% de patients qui vont saigner vont représenter un tiers de la mortalité des chirurgies pancréatiques. Et le facteur de risque principal, c'est la fistule pancréatique, à tel point qu'on adapte notre stratégie en fonction de la présence ou non d'une fistule pancréatique. C'est une imagerie qui est parfois difficile. Il faut vraiment faire un scanner de qualité irréprochable avec une opacification artérielle optimale. Et identifier le site de saignement n'est pas toujours facile. D'autant plus qu'en général, ces patients sont drainés. Le cas de figure le plus fréquent, c'est que ça saigne par le drain, ce qui fait qu'on a du mal à voir le saignement lui-même. Et la seule manifestation de la lésion vasculaire, ce sera parfois juste un aspect de spasme irrégulier de l'artère, en particulier de l'artère hépatique. Alors la stratégie diagnostique qu'on a adoptée à Cochin, c'est qu'en cas de saignement chez ces patients, on fait un premier scanner avec une opacification artérielle. Si on identifie une lésion, évidemment, on va en artériaux. Si on n'identifie pas de lésion, on fera un deuxième scanner en cas de ressaignement. Et sur ce deuxième scanner, si on n'identifie toujours rien, on ira en artériaux de manière systématique. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quand c'est possible, il vaut mieux utiliser des stents que de sacrifier des artères importantes comme l'artère hépatique ou l'artère splénique. Ça semble évident, mais il y a une vraie différence de mortalité. Alors, on peut parfois pas mettre de stent. Parfois, il y a des artères qui nécessitent plus une embolisation quand c'est des branches distales, par exemple pancréatiques, qu'une artère hépatique. Mais en tout cas, on favorise le stenting de l'artère hépatique, de l'artère splénique, du tronc cœliaque quand ce sont des lésions des gros troncs. Pour ce qui est de l'ischémie mésentérique, très brièvement, les dernières recommandations, je dirais, ont acté la place de la revascularisation endovasculaire chez le patient stable. Le problème du patient de réanimation, c'est qu'il est par définition instable, et donc on sort un petit peu du cadre du patient qui va pouvoir être adressé dans un centre de référence et où on aura éventuellement à disposition toutes les expertises possibles. Et notamment, il ne sera pas toujours possible de faire la fameuse chirurgie de damage control, où on fait la résection du tube nécrosé et dans le même temps la revascularisation péropératoire, que ce soit par les chirurgiens vasculaires ou qui est disponible. Et donc, il arrive encore parfois qu'il y ait une chirurgie première et puis qu'on revascularise dans un deuxième temps, en particulier ou l'inverse, en particulier chez ces patients qui sont difficilement transportables. Alors, pour conclure, quand faire appel à vos radiologues interventionnels ? Le jour et la nuit. Alors, de plus en plus, il y a dans tous les services, il y a des services de radiologie interventionnelle dans tous les centres hospitaliers de volume, je dirais, un peu important. Il y a le contexte de l'urgence absolue où évidemment, il y a une prise en charge immédiate. Il y a l'urgence qui s'organise. Et puis, il y a aussi la nécessité parfois d'un avis. Il y a des compétences qui ne sont pas exactement les mêmes entre les radiologues interventionnels et les radiologues qui font plus du diagnostic. Je pense en particulier à la prise en charge de ces hémorragies post-pancréatectomie, mais ce n'est pas la même chose d'avoir l'habitude d'emboliser ou de stenter ces artères et de les voir une fois de temps en temps au scanner en garde.
Par définition, on a des situations qui sont complexes, qui vont nécessiter encore une fois une discussion avec plusieurs intervenants. Alors ça fait un peu le charme de notre spécialité. C'est d'autant plus vrai la nuit où on n'est pas sur place et où on a une vision forcément parcellaire de la situation. Et là, on est très dépendant de nos interlocuteurs pour arriver à prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà, je vous remercie de votre attention. Y a-t-il une question pour Raphaël ? Oui. Je pense que tout le monde a entendu. En cas d'hémorragie digestive, 2 endoscopies en échec, radiologie versus chirurgie. Donc c'était la question. Alors aujourd'hui, ce qui est écrit dans les recommandations, c'est que la chirurgie, elle est réservée soit aux situations où on n'a pas accès à la radiologie interventionnelle, ou s'il y a un échec de l'hémostase en artériographie. Mais c'est vrai que la chirurgie de l'hémorragie digestive se trouve vraiment un peu en dernière ligne pour des situations extrêmes, finalement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Par définition, ça dépend de qui est disponible et de quelle est l'expertise des différents intervenants. Et puis, il y a des recommandations et puis il y a des circuits locaux qui ne sont pas forcément moins valables. La vie réelle montre en fait les chirurgiens nous demandent d'aller à l'interventionnel de façon systématique. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours la bonne décision. Parce que la chirurgie reste quand même assez simple, souvent, je dirais pas très comorbide. C'est vrai qu'après, l'avantage de l'endoscopie ou de la radiologie interventionnelle, c'est qu'on va avoir quelque chose de parfois moins délabrant quand même que la chirurgie. Et c'est vrai que plus on avance, moins nos chirurgiens ont l'habitude aussi de prendre ces hémorragies digestives en urgence. Et donc, globalement, je pense que les radiologues interventionnels ont de plus en plus l'habitude. Déjà, quand ils arrivent chez vous, je ne sais pas comment vous faites, parce que nous, on a déjà essayé au moins 2 fois. Donc, je pense que parfois, ils arrivent dans des états assez complexe. Et donc, c'est vrai que le mini-invasif, quand même, que ce soit l'endoscopie ou la radiologie, je pense que les études, en tout cas, vont plutôt vers cet algorithme et laisser à la chirurgie uniquement quand le malade n'est pas déplaçable aussi vers un centre de radiologie interventionnelle où on n'a pas d'autre choix. En tout cas, c'est les mots des nouvelles recommandations sorties en 2021 pour l'hémorragie digestive. Merci.